Voilà, il est 8h40 sur Studio Kalita. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre studio Abraham Azoulay, qui est le célèbre fondateur et directeur du Petit Hebdo et qui s'est réincarné ces derniers jours, ces dernières semaines par LPH News. Nous en allons parler un mot tout à l'heure. Mais nous avons sollicité parce que vous avez été au cœur d'un débat hier sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux francophones, après un post que vous avez publié dans lequel vous estimiez qu'il ne faut pas que les Israéliens francophones qui vivent en Israël, qui ont décidé de faire leur alia, qui sont installés ici, se transforment en donneurs de leçons en direction des Juifs de France qui pourraient envisager leur alia ou ne pourraient ne pas l'envisager. Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous a pris, Abraham Azoulay, d'écrire ce post ? Tous les matins, je me réveille entre 5 et 6 heures et je réfléchis à ce qui bouge. Et j'ai écrit ce post avec le cœur parce que j'ai vu plusieurs posts comme vous appelez ça, c'est donneurs de leçons. Qu'on soit clair, je suis pour que les Juifs de France viennent en Israël. La plénitude, elle est ici, c'est vrai. On vit à un rythme du Shabbat, des fêtes en tant que Juif. Et c'est l'aboutissement. La place d'un Juif, quel qu'il soit dans le monde, elle est en Israël, c'est clair et net. Maintenant, c'est une chose que de dire cela, et c'est une autre que de donner des leçons et de dire pourquoi vous venez pas... On a tendance à lire dans beaucoup de posts « Réveillez-vous, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous foutez encore là-bas ?» Et il faut se calmer. On ne va pas commencer à infantiliser les Juifs qu'il y a 1 an, j'étais le Juif de France. Il y a 10 ans, j'étais le Juif de France. Il y a 20 ans. Vous savez, c'est comme celui qui revient à la tchouva ou à la religion. Et puis, du jour au lendemain, pourquoi tu fais pas Shabbat ? Quoi, tu manges dans 2 assiettes ? Hier, qu'est-ce que tu faisais, toi ? Donc, on se calme. On ne peut pas se mettre sur un piédestal, regarder d'en haut parce qu'on est en Israël, comme si on était un peu supérieur aux autres. On est le même peuple et ceux qui sont là-bas, ce que j'ai écrit dans mon petit post, ils ont leurs 110 mètres et chacun a son histoire, chacun a ses problèmes, chacun a ses raisons. Je crois pas qu'il y ait... Vous voulez dire qu'il y a peut-être des gens qui veulent... qui auraient voulu monter en Israël et qui ne peuvent pas. Peut-être, mais c'est sûr, c'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une majorité, à mon sens et à mon avis, de Juifs qui veulent monter en Israël, mais qui ne peuvent pas pour des raisons diverses que nous avons déjà vécues. Donc, on ne doit pas être des donneurs de leçons, comme vous l'avez si bien dit. On ne doit pas avoir de condescendance quand on parle des Juifs de là-bas qui, comme s'ils n'avaient pas compris le sens de l'histoire. On se calme, un peu de tsniout, un peu de droiture et d'honnêteté. On ne peut pas toujours juger celui qui n'a pas fait encore le pas. Parce que à ce niveau-là, Alia, on doit aussi pointer du doigt peut-être un gouvernement qui permet depuis plusieurs années qu'il y ait 2000 Juifs de France qui montent, alors qu'il y en a 500 000 en France, et il y a peut-être 50 000 qui sont prêts demain à monter. Peut-être que nous, on a fait une erreur. Nous, en Israël, on ne fait pas... Lorsque vous dites nous, le gouvernement, les grandes associations, la communauté française, on est peut-être, nous, les fautifs. Pourquoi on n'arrive pas à les faire monter ? Où le bas blesse ? J'ai lu tous les posts. J'en avais, je ne sais pas, des centaines. Je suis revenu de Tel Aviv. J'ai compris que sur mon Facebook, il y avait du bruit et qu'il y avait comme une révolution. Il n'y a pas eu de manifestation, il n'y a pas eu de coup comme en France ou comme aux États-Unis. Mais presque. Le débat était houleux. Mais il faut souligner grâce à la contribution de notre ami Michael Blum qui a pris le relais. Bon, lui, il aime mettre un peu le feu aux poudres sur Facebook et on le salue pour ça. Donc, ça manquait un peu d'action. Vous savez, ce corona, il nous a un peu éteints. Mais vous ne pensez pas justement que c'est le corona qui donne... parce que justement, ce corona a modifié, on va dire, la donne dans de multiples dossiers. Et que quelque part aujourd'hui, finalement, on a tous vécu cette expérience. On l'a vécu peut-être un peu plus facilement en Israël qu'en France, puisque le nombre de victimes en France est très élevé. Finalement, parfois, il peut y avoir une volonté qui n'est pas une volonté négative de la part de ces gens
que j'ai qualifiés peut-être de donneurs de leçons, mais qui sont tout simplement des gens qui se préoccupent. Et Tachai Anochim Mevakesh, comme on dit, c'est-à-dire j'aspire à faire venir. C'est-à-dire ça part d'une bonne intention, ça part d'un sentiment de solidarité avec les Juifs de France, d'un sentiment de proximité avec les Juifs de France. Quand c'est dit de cette manière, quand on tend la main à quelqu'un, qu'on veut le conseiller, qu'on veut l'aider, qu'on veut lui dire si tu as besoin, je suis là, j'accepte et c'est normal et on le fait tous depuis des années. Kalita en premier, nous dans les médias, on tend la main aux Juifs de France et on leur dit venez, on est là, on vous attend, on veut vous aider. Mais pas leur dire pourquoi vous ne venez pas. C'est cette question qui est toujours culpabilisatrice, castratrice, je dirais même. Il faut se calmer. On ne peut pas toujours être moralisateur. Quelqu'un qui ne vient pas, c'est qu'il a ses raisons. Et je pense que, je vous dis, où avons-nous fait l'erreur quand 2000 personnes viennent par an alors que 50 000 pourraient venir? On ne peut pas dire... J'ai rencontré tous les ministres de la Terre depuis 20 ans et tous m'ont dit « Ah, on aime les Juifs de France. » En Israël seulement. Oui, en Israël. En Israël. Mais... tout le monde me dit « Ah, les Juifs de France, ils sont sionistes, ils aiment le pays, ils sont attachés à la tradition, on les aime. » Mais on connaît les problèmes. Ça suffit des phrases qu'on lance. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aides à venir, mais concrètement. Pas quelques mois d'Ulpan et débrouille-toi. Parce que, comme vous l'avez dit pour le Corona, on est dans une autre guerre. Ce qu'on a vécu, nous, en Israël, Baruch Hashem, c'est un Corona light par rapport à la France ou l'Italie ou l'Angleterre ou les États-Unis. La vraie guerre, elle est maintenant. C'est la guerre économique. On est 1 million de personnes en suspens entre les chômeurs et les entreprises qui sont comme ça, qui battent de l'aile et qui ne savent pas si demain elles vont continuer. Et ça, c'est la vraie guerre. Et ça, c'est une vraie question pour les Juifs de France aussi. S'ils viennent, que vont-ils faire? Dans quoi ils vont travailler? Alors qu'une grande partie des Juifs d'Israël sont aussi touchés par ce corona et par le problème de l'emploi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas leur dire « venez ». La responsabilité du pays, c'est de dire « venez », mais on vous aide à rester, pas à repartir. Alors, on va donner la parole dans quelques instants à Meira Barer qui nous attend. De l'autre côté, on n'a pas pu organiser le débat pour des raisons de distanciation sociale, parce que, on n'a pas encore le droit de le faire. On est trop proches l'un de l'autre si on est à 3. On se connaît depuis longtemps, c'est normal qu'on soit proche. Avant de nous quitter, Abraham, un mot sur votre nouvelle initiative, sur LPH et News. Comme je suis en convalescence économique après le corona, j'ai décidé de renverser la vapeur, peut-être une fois de plus, un nouveau poste peut-être, et j'ai créé LPH News. On va dire un mixte entre le Petit Hebdo et Mosaïque que vous aviez sorti ces derniers mois. Mosaïque, le côté magazine, et Petit Hebdo, le compagnon du Shabbat. C'est désormais payant. Payant à 10 shekels dans 100 points de vente dans tout le pays, dont Rami Lévy, et énormément de partenaires, boulangeries et autres. Et je vais vous dire, Baruch Hashem. C'est difficile. On est dans une crise quand même. C'est très difficile, mais ça marche. Les gens sont en manque de contenu, d'un contenu de qualité, un contenu qui leur parle, un contenu varié, coloré, du beau design. J'ai une équipe magnifique qui m'aide à faire ce journal. Et de ce que je vois pour le deuxième, et je suis en train de créer le troisième, qui va encore plus révolutionner. Vous me connaissez, j'aime pas le parvé. Le parvé, c'est pas pour moi. Ou Bassari ou Khalavi, mais pas parvé. Donc, on va révolutionner et le public est là. Les lecteurs sont en attente et Baruch Hashem, ça a bien commencé. Merci aux lecteurs. Voilà, bien entendu, on vous souhaite bonne chance et on va justement vous demander de céder la place à notre amie Meira Barer qui, elle, estime à une autre appréciation. Qu'il faut faire la morale aux Juifs de France. Non, pas exactement comme ça. On va la laisser parler. Merci Abraham Azoulay d'avoir été avec nous ce matin. Alors, pas de débat possible en raison des distanciations sociales dans le studio de Studio Kalita, mais en tout cas, on a le plaisir d'avoir Meira Barer qui est ici avec nous. Alors, elle aurait bien débattu avec Abraham Azoulay de ce sujet qui nous préoccupe d'une certaine manière tous, qui nous interpelle en tout cas à tous. Alors, sans vouloir redonner ce titre, mais vous êtes senti là dans le cas précis comme une donneuse de leçons en disant sur ces postes qu'il fallait que les Juifs de France fassent leur alia, qu'après le coronavirus, il fallait absolument que les Juifs réagissent et fassent leur alia plus massivement.
Pas du tout, puisque en fait, je n'ai absolument pas lu mon portable, les commentaires et l'article de Avram Azoulay. Je n'ai lu que par hasard ce qui avait été retransmis par Michael Blum. Et bon, j'ai vu l'ensemble des commentaires. Il y en avait un, justement, qui m'a particulièrement frappé. C'était la réponse que donnait justement Stéphane Amar sur un sujet qui n'a pas vraiment, qui ne tient pas spécialement. Il faut faire venir les Juifs de France ou pas venir, donner des leçons, pas donner des leçons. Je voyais que ce truc-là, quelque part, je trouvais que c'était pas le sujet. Le sujet, pour moi, c'était le sujet de la libre opinion. Parce que chacun, Michael Blum et Stéphane Amar, chacun avec leurs arguments, débattaient de savoir si oui, il fallait donner des leçons, de la façon dont on les donnait, que évidemment les Juifs ne devaient pas venir ici dans une espèce de fuite par rapport à des choses qui se passent pour eux personnellement ou collectivement, etc. Il fallait que ce soit un choix déterminé, résolu, etc. Sur ce, Stéphane Amar répondait à Michael Blum que pour lui, au cours de l'histoire, tout ce qui a fait bouger les Juifs, ça a toujours été des fuites. Donc chacun, respectant l'autre, a dit, bon, écoute, c'est légitime, ton opinion est légitime, et puis d'accord. Voilà, moi, c'est sur ça que j'ai réagi, et j'ai réagi en disant, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, pourquoi ? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, en tant que juif, et surtout en tant que juif de par le monde, parce qu'évidemment, en Israël, c'est différent, puisqu'on a fait le pas de l'Alia. Le pas de l'Alia, et en ce qui me concerne depuis très longtemps, quand les circonstances n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. J'ai dit qu'aujourd'hui, le sujet de la libre opinion avait été balayé. Balayé par quoi ? Par quelque chose qui nous dépasse. Et ce quelque chose qui nous dépasse, qui en fait que traverse et que subit toute l'humanité aujourd'hui, c'est le Covid-19. Et alors, le Covid-19, ce n'est pas une libre opinion. Alors, en quoi la crise que nous vivons actuellement, cette crise sanitaire et économique, en quoi elle permettrait, par exemple, d'encourager ou de demander aux Juifs de France de dire attention, prenez vos responsabilités, c'est le moment de venir. En quoi cela nous donne ce droit ? J'ai pas le droit de dire ça personnellement. Je n'ai pas. Qui suis-je pour dire vous c'est le moment, c'est le droit de vivre ? Non, mon sujet c'était la libre opinion. Au jour d'aujourd'hui, moi, c'est pas mon opinion ce que je dis là, mais c'est ma conviction. Et ma conviction, elle est au-dessus de il faut venir, il faut pas venir. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réalité. Et cette réalité, ce n'est pas nous qui l'avons choisie. D'accord, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que vous dites à un Juif de France aujourd'hui qui a vécu le coronavirus tel qu'il a vécu de manière souvent difficile, douloureuse ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Alors moi, je vais te dire, ce qui m'a surtout frappé pendant le temps du corona, c'est ce qui se passait en France, parce que j'ai toute ma famille en France, et notamment mes enfants et des proches, et je voyais ce qui se passait en France, surtout ces Juifs qui mouraient seuls dans des hôpitaux ou dans des maisons de retraite. Leurs familles, leurs enfants n'avaient pas le droit de venir les visiter, et ils sont morts dans une telle solitude, dans une telle détresse, et que même au cimetière, c'était très 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 limité le nombre de personnes qui pouvaient. C'était la même chose aussi ici au niveau du cimetière, peut-être pas au niveau des hôpitaux. Pas au niveau des hôpitaux. Ici, parce qu'il y a eu effectivement. Ici, les personnes de la famille, les proches, avaient la possibilité d'être dans une pièce, de les voir et de pouvoir communiquer avec eux. En France, c'était pas le cas. Et le deuxième point, donc je me suis dit, mais c'est un traumatisme qui va pas les laisser, et ça va durer pour toute leur vie. Comment on a pu vivre ça ? D'un seul coup, ça leur tombait sur la tête, jamais ils n'auraient pu. Mais alors le deuxième choc traumatique, c'est que pour les Juifs de France, enfin je pense en général dans le monde, mais particulièrement en France, les Juifs considèrent Israël comme leur maison d'une certaine façon, et comme une deuxième maison, et qu'ils se disent quelque part dans un petit coin de leur tête, de toute façon, s'il se passe quelque chose ici et que je puisse plus tenir, Israël est là, c'est mon assurance vie. Or là, Israël n'était pas l'assurance vie. Israël a fermé ses frontières. T'es pas israélien, tu rentres pas. Et ça, c'est un choc terrible, parce que c'est vraiment la nouveauté de ce corona. Ça n'est plus notre opinion. C'est quelque chose contre qui quoi ? Nous dépasse. Quelque chose qui nous dépasse. Donc,
Aujourd'hui, le juif de France, il se dit, là, c'est plus le choix ou non, donc, de faire l'ALIA parce que X raisons. Maintenant, en France, avec ce qui se passe, l'antisémitisme... C'est-à-dire que etc. les Juifs de France se sentaient quasiment comme des Israéliens, de par le fait que souvent ils avaient un appartement, ils ont de la famille ici, ils viennent en Israël presque tous les 3 mois. Mhm. Et bien là, Israël vient leur dire, attention, vous n'êtes pas... Je n'ai pas Exactement. utilisé un terme Absolument. douloureux, mais vous n'êtes pas israélien, donc vous ne pouvez pas venir. Ouais. Et quelque part, presque, de par cette fermeture, eh bien, Israël a peut-être contribué à sceller leur sort en France. C'est peut-être un peu difficile de dire cela aussi, mais ils n'ont pas pu venir au moment où ils voulaient venir, Voilà. dans un État qui aurait pu être, dans le cas précis, une sorte d'État justement, refuge. ce que tu viens de dire, c'est exactement le point. Ils n'ont pas pu venir au moment où ils voulaient venir. Ouais. Ce qui montre bien, réellement, que ça n'est plus un choix personnel. Je veux pas venir, je viens pas. Je veux venir, je viens. Israël est là. Je sais que de toute manière, on m'accueillera parce que je suis juif. Et puis la fameuse loi du droit au retour. Et là, dans leur tête, Alors, vous cautionnerez cette initiative qui a été évoquée par Pierre Besnénou ces dernières semaines, visant à attribuer à tous les juifs du monde entier la nationalité israélienne quasi automatiquement s'ils le demandent? Non, je suis absolument pas pour cette proposition, parce que comme tout choix fondé dans la vie, là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai dit, ça n'est plus un choix personnel, c'est un choix de destin. Quand on fait ce choix, quel que soit le juif dans le monde, mais quand il fait le choix de faire l'Aliyah et de devenir israélien, c'est un engagement. Il sait qu'il y aura beaucoup de difficultés à surmonter et des épreuves. Je peux en parler en connaissance de cause puisque je l'ai vécu. Mais il y a quelque chose de très particulier en Israël qui justement fait la différence. On t'attribue parce que tu es juif, etc. C'est que quand tu arrives en Israël, tu vis ce que tu vas à vivre et chacun le vit avec ce que j'appelle son paquet. Mais tu vas sentir ici que c'est autre chose. Pourquoi c'est autre chose ? Parce que justement, ici, la personne que tu étais avant de venir devient quelqu'un d'autre et révèle en elle-même des forces qu'elle ne soupçonnait même pas. Et ici, tu te révèles à toi-même parce que tu es là, parce que tu as à vivre tout ce qui se passe ici, en bon, en moins bon, en dur, en moins dur, mais tu es là, tu le vis, c'est ton choix, et moi j'appelle ça quelque part un choix de destin, et ça n'est plus le choix de oui, je fais l'Aliyah ou je fais pas l'Aliyah, et je vais réfléchir, et nani et nana. Non. Quand tu es ici parce que justement, tu t'es engagé, tu sais que tu vas vivre ça, mais ça va te donner la force. Et si tu n'es pas là, cette force-là, tu ne peux pas l'avoir. C'est ce que vous diriez, vous, à un juif de France qui vous... Je dirais ça à tout le monde. J'ai pas attendu le corona pour le dire. Mais le corona, c'est quand même un détonateur absolument. de plus. Et bon, écoute, on va peut-être me prendre. Il y avait l'antisémitisme, maintenant il y a le corona. Ouais, mais l'antisémitisme, c'est pas nouveau, Daniel. C'est pas nouveau, bien sûr. On a toujours vécu ça à travers notre histoire. Qui a rejailli. Et alors, c'est leur problème. Moi, je vais te dire un truc. Pour moi, l'antisémitisme, c'est le problème c'est leur problème à eux. Pour moi, j'appelle ça une pathologie héréditaire. Ouais. C'est-à-dire qu'il se transmet. C'est comme un virus, d'ailleurs. Moi, tu vois le corona, c'est un virus pour lequel on n'a pas trouvé de vaccin pour l'instant. On n'a pas trouvé non plus un vaccin contre l'antisémitisme. Donc, il se transmet au fil de l'histoire, au cours des générations. Et aujourd'hui, maintenant, il y a un virus qui, lui, te fait prendre conscience de ta petitesse, quelque part. Qu'est-ce qu'on est, nous ? On est petits face à ce qui se passe dans cette humanité, dans ce monde, mais en même temps, on est des vivants. Et le choix du juif, c'est la vie. Tu transmettras la vie à tes enfants. Moi, c'est ce que je ressens. Et je sais que, écoute, quand tu vois l'âge que j'ai, franchement, à quel âge je suis très jeune. Ouais, ben voilà. Je suis venue, j'étais pas jeune. En France, j'avais tout perdu. Impossible de trouver du boulot à l'âge que j'avais. Je suis venue ici parce qu'il le fallait. Je vais te dire un mot qui est peut-être fort, mais finalement, je le dis parce que quelque part, ce qui se passe en ce moment, c'est un peu... Ça touche ça, pas de la même façon. Moi, je suis venue ici pour sauver ma peau. Et j'étais pas jeune, et j'ai tout laissé, tout perdu, y compris mes enfants. Et c'était le plus dur. Mais ici, ce que je suis devenue,
c'est ce que Je j'avais comprends en moi, mais qui ne se révélait pas. Sinon, j'aurais continué mon chemin de trucs et de machins. Eh bien. C'est pour ça que je te dis, ici, tu as une force que tu ne peux pas avoir ailleurs. Et donner la citoyenneté aux Juifs qui sont en diaspora, comme ce que je disais, une espèce d'assurance vie, pour lequel, d'ailleurs, une assurance vie, tu dois bien payer. De toute manière. Eh ben, c'est là toute la différence. S'ils sont pas là, ils peuvent pas le vivre. C'est comme tout. Si tu vis pas le truc, tu peux pas en parler, tu restes à l'extérieur. Eh bien, Meïra Barrère, merci beaucoup d'être venue à notre micro. Voilà, un petit mot. Allez, on a donné à Avram la possibilité de parler de son journal. Vous parlez de votre dernier ouvrage. Il Allez. n'est pas si dernier que ça, puisque Oui. ça va faire 1 an qu'il Voilà. est paru. Oui, oui. J'ai été reçue ici, d'ailleurs. On en a parlé, c'est ça. On en a parlé. Et pourquoi je t'en Comme un parle tison sauvé du feu. Pourquoi j'en Oud parle Moutsal Meesh. Parce que Voilà. mon livre commence avec la rafle du Veldiv. Et le 16 juillet prochain, ça va être l'anniversaire, Eh oui. la commémoration de la rafle du Veldiv. Dans un Et je mois. veux en parler justement autrement. Pour dire, voyez, j'ai été miraculeusement rescapée de la rafle. J'avais 9 mois. Et aujourd'hui, je suis en Israël. C'est bientôt. Et moi, je veux faire de l'anniversaire de la rafle du Veldiv un anniversaire de vie et pas un anniversaire de mort. Alors voilà. Eh bien, voilà, merci. on reparle. À Comme un nouveau. tison sorti du feu. Sauvé. Du feu, pardon. Oud Moutsal Meesh, c'est un terme que l'on connaît, bien entendu, qui est un terme qui se rapporte à tous les survivants de la Shoah qui sont sortis, qui ont échappé à cette, on va dire, à cette braise ardente qui a détruit une partie du judaïsme d'Europe. Merci, Meïra Barrère, d'être venue dans notre studio pour débattre d'un sujet, on va dire, important. Brûlant aussi, mais Oui. enfin pas de la même, Non, de la même gravité ou de la même, du même caractère dramatique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.